bonjour à tous. La semaine dernière, probablement un certain nombre d'entre vous étaient déjà là quand je vous ai présenté l'enjeu de ce monument. On a commencé un petit peu à parler donc du concours d'affiches qui va commencer très vite. Et aujourd'hui, donc, nous avons un premier invité déterminant dans ce dossier parce qu'il est un grand spécialiste de cette époque et en particulier du sujet qui nous occupe de l'histoire des tirailleurs. Donc je vous présente Éric Dereau et je lui cède tout de suite la parole parce que c'est lui qui dira les choses les plus intéressantes. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je trouve évidemment formidable l'idée de travailler dès maintenant, très en amont, pour imaginer toutes les formes que peut prendre la mise en œuvre de ce monument et surtout le plus grand retentissement possible à y donner à travers tous les différents travaux que vous allez être amenés à exécuter. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'histoire des tirailleurs, et je crois que c'est ce qui fait un petit peu la matière pour vous, c'est qu'il y a deux histoires des tirailleurs. Il y a une histoire, je dirais, une histoire historique, les faits de guerre, combien étaient-ils, combien sont-ils venus en France, combien ont-ils souffert, enfin l'histoire humaine. Et puis il y en a une autre qui est largement aussi importante, qui l'est même davantage, et ça va être l'objet un petit peu de ce que je voudrais vous dire, qui est l'histoire de leur représentation, de leur figuration. La façon dont les tirailleurs ont fini par devenir des icônes, une icône en particulier, du rapport colonial, du rapport à l'autre. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel parce qu'on ne peut pas comprendre à la fois le succès, l'engouement, la mode dont ils ont été réellement l'objet, et puis comprendre ensuite l'abandon, le désintérêt, l'oubli, l'injustice dont ils ont souffert. C'est extraordinaire. C'est réellement une catégorie, alors on en trouvera d'autres dans toutes les équivoques du fait colonial, qui est particulièrement porteur de ce type d'équivoque, mais les tirailleurs, les tirailleurs incarnent toutes les équivoques, tous les paradoxes, toutes les injustices, tous les non-dits du fait colonial. Je reviens aux origines. Pourquoi est-ce qu'on a créé, dans les années 1857 précisément, les tirailleurs en Afrique ? C'est parce qu'on n'avait pas de troupes européennes. À l'époque, c'était des pays extraordinairement durs sur le plan des pathologies tropicales. 2 Français sur 3 mouraient, 2 Européens sur 3 mouraient. Donc il fallait utiliser des contingents dits à l'époque indigènes. Et vous verrez, le sens du mot indigène va évoluer avec la mise en forme politique des colonies. Et donc il fallait des hommes, il fallait des bras, il fallait des piroguiers, il fallait des pilotes aussi sur les fleuves. Vous savez que les premières conquêtes se sont faites par les côtes et puis par les fleuves qui permettaient de rentrer dans les pays. Et on a engagé ces hommes. Et on leur a donné le terme de tirailleurs. Je voudrais juste revenir là-dessus, en particulier en Afrique, parce qu'en Afrique, souvent les Africains s'imaginent que tirailleur, c'est un mot particulièrement péjoratif qui veut dire que c'est un mauvais soldat qui tire ailleurs. Pas du tout. Tirailleur, c'est un terme d'ancien régime qui est très, très largement utilisé en terminologie militaire déjà dans les armées royales. Au contraire, c'est quelqu'un qui tire en dehors du gros de la colonne. Vous savez que les armées de l'Ancien Régime avançaient par masse compacte, comme ça, et il y avait des éclaireurs. Il y avait des éclaireurs à cheval, et il y avait des éclaireurs à pied, donc c'était des tirs ailleurs que le gros de la colonne. On dirait aujourd'hui des commandos, si vous voulez. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout un terme péjoratif, au contraire, c'est presque un terme de troupe d'élite et d'action. Donc ça, c'est pour le mot tirailleur. Et donc, comme on a beaucoup de mal à trouver des hommes, parce que les Africains, évidemment, sont d'abord n'appartiennent pas tous à des sociétés militarisées comme on l'entend en France, donc on a beaucoup de mal à trouver des hommes. Et Faidherbe, qui est le successeur d'une longue série de commandants français, vous savez que la première colonie française s'installe à Saint-Louis du Sénégal, à l'embouchure du fleuve Sénégal, toujours ces célèbres embouchures de fleuves qui vont permettre la pénétration coloniale. Eh bien, Faidherbe, qui est gouverneur de Saint-Louis, qui est un Lillois, un officier du génie assez brillant, a l'idée, surtout après 1848, d'utiliser des esclaves. Vous savez que c'est absolument une autre de ces équivoques, c'est que l'interdiction de l'esclavage
va créer une situation dramatique en Afrique. C'est-à-dire que les propriétaires d'esclaves n'ont pas le droit de les utiliser, mais en même temps, ils les ont payés, donc ils sont à eux. Donc pour que l'esclave puisse se libérer, il faut qu'il se rachète à son légitime propriétaire. Par ailleurs, les commerçants d'esclaves de l'intérieur ont acheminé sur les côtes leurs marchandises, et donc il y a sur les côtes des centaines, voire des milliers d'hommes sans statut. On ne peut plus les acheter, ce n'est pas eux qui vont se vendre, ils ne peuvent plus retourner dans leur pays parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ne savent même pas comment le faire. Et donc Faidherbe a l'idée, mais ce n'est pas un des premiers, d'engager ces hommes et de les libérer en échange du fait qu'ils vont servir dans ce corps militaire. Alors vous me direz, c'est passé d'un esclavage à une forme d'asservissement qui n'est pas géniale, et en échange du fait qu'ils les libèrent, ils signent un contrat de 14 ans d'engagement, ce qui est beaucoup. Hein. Mais ils gagnent là ce statut de liberté. C'est très important, parce que dans l'image du tirailleur, et en particulier quelqu'un comme Savourian de Brazza, vous savez, qui va être le grand découvreur du Congo, qui va donner son nom à la capitale du Congo, aujourd'hui Brazzaville, va naître cette idée que la République libère les hommes. Et le tirailleur devient l'exemple de l'homme que libère la République. Et il y a une gravure qui va faire le tour de la presse. Et vous le savez, vous êtes vous passionné pour le graphisme, etc. Vous savez qu'à l'époque, nous sommes dans les années 1850-1880, on est encore dans une... Il y a évidemment très peu de diffusion de la photographie, je vais y venir, ça va venir plus tard. On est encore dans la gravure, on est dans les vignettes, on est dans la presse. Les vignettes, c'est très important, les petites vignettes qui sont les vignettes pour enfants, qui sont des vignettes éducatives, qui sont des vignettes religieuses. Et c'est très important de voir que Brazza va incarner son rôle en Afrique avec une vignette très célèbre où on voit un esclave qui est captif, qui a les fers aux pieds, et il touche le drapeau tricolore, et en touchant le drapeau tricolore, il devient un citoyen libre. Ce qui est évidemment faux dans les faits, mais c'est l'image qu'on donne. Et donc, très rapidement, le tirailleur devient un peu dans ce modèle républicain, parce qu'à partir du moment où la colonisation se met réellement en place, c'est-à-dire à partir du début de la Troisième République, elle est portée, en tout cas pour la colonisation française, par un discours progressiste. N'oubliez pas qu'on est à l'époque du darwinisme, c'est-à-dire qu'on a coupé le lien, la Révolution française a coupé le lien entre le roi et Dieu, et l'universalisme, le darwinisme a coupé le lien entre Dieu et l'homme. Et donc on est dans l'idée de l'échelle d'évolution des races, puisque c'est comme ça qu'on conçoit l'organisation humaine à l'époque. Et donc ce discours républicain, par ailleurs habille aussi un discours colonial classique, impérialiste par rapport à d'autres notions coloniales comme l'Angleterre ou comme la Belgique ou même rapidement comme l'Allemagne, eh bien ce discours républicain universel va prétendre amener, et très sincèrement le penser d'ailleurs, amener la lumière au cœur des ténèbres, amener le progrès, amener la civilisation, amener cette merveille unique au monde, dont d'ailleurs les élus français sont encore largement imprégnés, que la France est un modèle unique et qu'elle porte cet universalisme qui va libérer la terre entière. Aujourd'hui, ça prête à sourire, mais vous n'imaginez pas combien c'est un sentiment partagé par absolument toutes les élites de tous bords à l'époque. Et donc, le tirailleur, cet esclave, alors très vite la source d'esclaves se tarit, et ensuite ça deviendra un système soit de conscription, soit de recrutement. On promet, quand on occupe un village, qu'on va donner aux tirailleurs un certain nombre de femmes, de bœufs, etc. Donc ça devient un système de primes. Mais cette image de tirailleur qui est libérée par le drapeau de la France va incarner la geste de la France, va incarner finalement ce qu'est la colonisation française, c'est-à-dire transformer des sauvages, puisqu'on pense très nettement dans cette hiérarchie. N'oubliez pas qu'on est dans cette idée de hiérarchie darwinienne, donc tout en haut on imagine qu'il y a l'homme blanc, tout en bas il y a le singe, et entre l'homme et le singe évidemment tombe à point nommé le nègre. C'est réellement ce qui est dans toutes les consciences de l'époque. On est dans l'idée de hiérarchie des races. Alors hiérarchie des races, ça peut se concevoir de façon très violente, c'est-à-dire que jamais les races ne pourront se rattraper les unes les autres. Et puis il y a la version française intermédiaire qui est que, bien sûr, il n'y a pas de différence de fait, mais que c'est un retard mental, un retard esthétique, un retard humain, et que ce retard se comblera, mais alors sur une échelle de temps qui est de l'ordre de la centaine d'années. Voilà. Donc ça, c'est cette vision de la hiérarchie des races. Et donc le tirailleur, il va très vite emblématiser le bon sauvage.
le bon sauvage, c'est-à-dire, et on le voit dans la littérature, alors au fur et à mesure que se développent les moyens techniques, je vous le disais, il y a une invention extraordinaire qui va d'ailleurs naître parce que la civilisation en a besoin, c'est la photographie. La photographie, dans la deuxième partie du 19e, va incarner l'instrument absolu de la divulgation de ce savoir universel. La photographie, imaginez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça parle à tous, c'est-à-dire que même quelqu'un analphabète ou de peu de culture va pouvoir regarder quelque chose. La photographie, elle peut circuler. Et la photographie, personne ne pense à la mettre en cause. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne peut même pas imaginer qu'il y a un point de vue du photographe. Si c'est sur la photo, c'est que c'est vrai. Et donc, la photographie va participer de façon absolument énorme à la propagation de la geste coloniale. Il va y avoir des centaines, des milliers. Vous savez que la carte postale, on va estimer aujourd'hui, on estime qu'il y en a eu plusieurs dizaines de millions de cartes postales échangées, avec l'apogée du phénomène dans les années 1905-1910. C'est la Grande Guerre et la diffusion de masse des petits appareils de photo, en particulier le Kodak Pocket, qui va finalement rendre la carte postale éditée par des éditeurs privés, qui va la rendre obsolète. Et donc, rapidement, dans la photographie, rapidement dans la presse, se développent aussi les moyens d'impression, de transmission par la presse, se développe l'idée de ces tirailleurs, grands enfants, sauvages, certes, toujours sauvages, parce qu'il faut qu'ils restent un petit peu sauvages, même pour garder leur nature virile et guerrière, mais tout de même, qui sont en voie de bonification, qui sont en voie de progrès, grâce à la France et grâce à l'armée de la France. Il ne faut pas oublier que la République, à l'époque, dans les discours, l'armée est l'arche sacrée de la nation. Il ne faut pas oublier une chose déterminante, c'est qu'à partir de 1905, le service militaire en France est égalitaire, obligatoire et universel. C'est énorme, et on pourrait écrire que le paysan français, la France en 1900 est à 80% rurale, le paysan français est entré dans le XXe siècle par la porte de la caserne. Donc l'armée, même en France, est un support de modernité inouï. Je fais juste une parenthèse. Il y a eu des études faites. À l'époque, un des départements français les plus reculés, et d'ailleurs quand un fonctionnaire y est nommé, il dit « je veux aux colonies », c'est l'Ariège. J'espère qu'il n'y a pas d'Ariégeois parmi vous. En tout cas, l'Ariège, c'est le département le plus reculé. Eh bien, imaginez un jeune conscrit de l'Ariège, qui est appelé au service militaire. Il a 20 ans. Il ne parle pas français. En plus, l'armée française a toujours navigué entre deux idées. Soit on vous mobilise dans votre région, soit au contraire, pour faire du brassage social, on va envoyer l'Ariégeois à Dunkerque et le Dunkerquois dans l'Ariège. C'est ce qu'on va finir par faire quand il y aura surtout les grandes grèves viticoles dans le midi de la France au début du siècle, où l'armée va rallier les paysans, les viticulteurs qui se rebellent. Et là, alors, on va décider que définitivement, on enverra les Ariégeois à Lille et les Lillois en Ariège. Mais imaginez un jeune paysan de l'Ariège, c'est important. Il ne parle pas français. Il n'a jamais pris le train. Il n'a jamais vu l'électricité. Il n'a jamais porté de vêtements neufs. Il n'a jamais porté de chaussures. Il n'a jamais dormi dans un lit avec un matelas. Il n'a jamais vu d'eau chaude. Il n'a jamais mangé de viande tous les jours. Il n'a jamais été dans une ville, dans une brasserie, dans un restaurant. Pas trop connu les filles. Imaginez le choc que c'est pour un jeune homme comme ça, le choc et le trop-plein de modernité. D'ailleurs, à l'époque, pour le service de santé, une des grandes causes de mortalité, c'est la mélancolie. Les médecins parlent d'épidémie de mélancolie. En fait, c'est le stress dont les hommes meurent. Ils se laissent périr, ils se laissent mourir de faim tellement, de tout tellement, le choc est trop fort. Donc, c'est vous dire combien l'armée, aujourd'hui, ça paraît évidemment absolument surréaliste, le service militaire, cette caserne, cette militarisation à outrance de la France, qui va d'ailleurs expliquer la Grande Guerre et le sacrifice que vont consentir les Français pendant la Grande Guerre, eh bien, cette militarisation place l'armée au cœur du discours éducatif républicain. Et évidemment, l'armée coloniale va jouer encore plus ce rôle auprès des masses dites indigènes. Alors pourquoi indigènes cette fois-ci? Parce que vous savez que les colonisés ne sont pas citoyens français de plein droit, ils sont sujets français, donc soumis au code de l'indigénat. Le code de l'indigénat est un code très particulier sur lequel on pourra revenir à un autre moment. Et donc, l'armée va éditer des manuels, va éditer en particulier des manuels pour propager un vocabulaire, parce que si ces tirailleurs s'appellent sénégalais, ça ne correspond pas à la réalité. Au fur et à mesure de la conquête, eh bien, on a fait des tirailleurs haoussa, des tirailleurs soudanais, c'est-à-dire que dans chaque région qui était conquise, sur place on recrutait, et gabonais, soudanais, haoussa, congolais. Et puis en 1900, dans une volonté de normalisation,
le commandement va décider de tous les appeler Sénégalais, parce que c'est trop le cirque pour à chaque fois changer les dénominations. Quand un type change, il passe d'un régiment congolais à un régiment gabonais, on appelle absolument tout le monde Sénégalais, en hommage au fait que ça a été créé au Sénégal. Donc, cette normalisation des tirailleurs va vraiment les mettre tous en contact et obliger le commandement à inventer un langage. Parce que comment faire parler entre eux des hommes qui parfois viennent de 50 groupes de population différents? Or, et là ça vous concerne, en tout cas ça concerne le monument, la principale, tout de même, source de recrutement, ce sont les Bambara, les Mossi, le groupe Malinké. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on appelle à l'époque le Soudan français, mais aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, une partie de la Guinée, une partie du Niger. Là, très intéressant aussi par rapport à la situation actuelle, on recrute ces hommes d'autant plus facilement qu'on tient un discours à leur égard anti-arabe, en leur disant les Arabes ont été vos ennemis traditionnels, ceux qui vous radiaient. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier, quand on voit le fleuve, Sénégal, on regarde les lignes de fracture aujourd'hui de ce qui se passe, on retrouve un peu ça. Et le discours de Mangin, le célèbre discours de Mangin, qui a écrit ce livre très célèbre en 1910, s'appelle La Force Noire, c'est ça. Il dit, appuyons-nous sur ces Noirs fidèles qui nous permettront, si vous voulez, de contrôler le Maghreb. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié tout ça, mais dans l'obsession coloniale, on a toujours peur de l'islam et du Maghreb. On a peur de ça parce qu'on se dit, en cas de guerre avec l'Allemagne, aujourd'hui, ça paraît, il faut revenir en histoire. À l'époque, l'Empire ottoman, la petite Turquie aujourd'hui, mais l'Empire ottoman, il est énorme. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ce sont des anciennes dépendances du royaume ottoman, de l'Empire ottoman, dans lequel les gens sont musulmans. Et donc pour la France, avoir cet empire du Maghreb, c'est pas évident. Il y a toujours ce danger d'un appel anti-français qui serait lancé d'ailleurs par les Ottomans. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer pendant la Grande Guerre. Le calife à l'époque d'Istanbul va appeler à la guerre sainte contre les Français et contre les Anglais. Donc l'idée de Mangin, c'est se dire toute cette masse noire qui est plus ou moins animiste va venir comme ça permettre de contrôler toute cette partie du Nord. Et la preuve, quand la France va envahir le Maroc en 1908, Mangin va s'y précipiter avec plusieurs bataillons de tirailleurs africains qui vont d'ailleurs être vraiment popularisés. Donc, on crée des petits livres, on crée un langage que les Africains assez curieusement appellent le moyadi. Moyadi. Moi, il y en a dit, moyadi. Et en réalité, là aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît assez abominable, ce genre de manuel. En même temps, ce sont des sortes de systèmes de memento qui s'appuient sur la langue bambara. Parce que les Bambara étant la majorité environ 50 ou 60% des tirailleurs, la langue Bambara, je ne suis pas linguiste, mais la langue Bambara ne connaît que deux pôles, oui ou non, ça ou pas ça. Et donc en réalité, je ne suis pas linguiste, puis alors on me l'a expliqué 100 fois, à chaque fois j'oublie, mais en tout cas, ça facilitait ce « y a bon, il n'y a pas bon ». On fait une sorte d'allitération comme ça entre ces deux langages. Et donc, on crée ces petits manuels. Et puis, quand arrive la campagne du Maroc, je vous le disais, 1908, c'est l'apogée de la carte postale. Et là, il va y avoir une fabrication, une production de cartes postales qui représente le tirailleur, d'autant plus incroyable que le commandement se dit, ces tirailleurs qui viennent de la forêt, qui viennent du Gabon, qui viennent du Congo, risquent d'être mal acclimatés au Maroc. On va les autoriser à y aller avec femmes et enfants. Et c'est extraordinaire, c'est la première fois que dans les armées françaises, on autorise des soldats à aller avec femmes et enfants. Et alors là, évidemment, la carte postale va s'en donner à cœur joie, parce qu'on va voir monsieur tirailleur et madame tirailleur, et les 5 petits-enfants, alors tous en ordre de taille, la future armée noire, ou un tirailleur avec dans ses bras, un petit enfant, un futur tirailleur. Et c'est intéressant de voir que Moreau-Vautier, qui est l'auteur du monument de Bamako et de Reims, fait ses premières œuvres là avec 2 superbes sculptures qui représentent un tirailleur et sa femme à côté, et l'ensemble s'appelle Monsieur et Madame Sénégal. On va populariser cette idée, et ce qui est très important pour vous, c'est que ce n'est pas le commandement,
C'est cette chose qui est très importante qu'il faut vraiment que vous mesuriez. Vous le savez, ce n'est pas les pouvoirs politiques souvent qui décident de ce que va devenir la caricature ou de ce que vont devenir les films ou les affiches. Ce sont des commerçants qui cherchent des tas de sujets à vendre. Et la campagne du Maroc va être un extrêmement bon support de vente de cartes postales. Vous savez, les gens s'envoient des cartes postales, souvent elles sont numérotées, les cartes postales. Donc on faisait des collections, très souvent au dos. Donc souvent le sujet qui est devant, on s'en fout. Mais il y a ma chère petite nièce, je crois que tu avais déjà la 1 et la 2, je t'envoie la 3 et la 4. Donc il y a une vraie sérialisation comme ça des cartes postales. Et naît à ce moment-là, avec ce discours de Mangin qu'on a mal interprété, parce que Mangin, à un moment donné, dit l'Afrique est un réservoir d'hommes. Entre le réservoir d'hommes de Mangin, ces cartes postales où on voit Monsieur et Madame Sénégal et plein de petits Africains qui sont censés représenter le renouveau de l'armée française. Le fait qu'en 1913, la France, qui sait que la guerre va éclater et qui a un déficit démographique énorme, hein, il y a 35 millions d'habitants en France, il y en a plus de 60 en Allemagne, le double. Donc on sait à l'époque que le choc est inévitable et qu'on est 2 fois moins peuplé que les Allemands. Donc on a une obsession démographique à l'entrée en guerre. Et en 1913, on fait venir, le 14 juillet 1913, toutes les troupes indigènes de l'Empire. On fait venir des tirailleurs anamites, on fait venir des tirailleurs malgaches, on fait venir des tirailleurs algériens, on fait venir des Tunisiens, pour donner le sentiment vraiment que la France est la plus grande France et que, grâce à ses colonies, elle pourra tenir tête à la démographie allemande. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'alors là, la presse, vous ne pouvez pas savoir, les tirailleurs font la une des journaux, ils sont en première page. Ils avaient déjà été en première page quand il y avait eu la célèbre expédition Marchand qui avait traversé l'Afrique d'ouest en est et qui avait été obligée de se replier à Fashoda devant les Anglais qui protestaient. Et régulièrement, chaque fois qu'il y a une action coloniale importante, il ne faut pas oublier que c'est relayé par des pièces de théâtre, c'est relayé par des spectacles, par des affiches, par des chansons, par des histoires. Et le tirailleur, évidemment, avec ce graphisme qui inspire énormément les artistes ou les illustrateurs, évidemment, le tirailleur, il est incontournable. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi à l'époque la mode de ce qu'on a appelé les villages noirs, ce qu'on a pu appeler avec Pascal Blanchard les zoos humains. C'est-à-dire qu'on montrait en France des villages des pays colonisés. Alors là aussi, trop long pas vous dire, mais c'était aussi, quand on montrait l'autre comme ça, c'est une façon de se rassurer sur ce que l'on était. Il ne faut pas non plus oublier que le 19e et le début 20e, c'est la fin de l'idée de paradis sur Terre. C'est-à-dire qu'on est dans une situation industrielle, on est dans le début du lumpen, on est dans le début de l'urbanisation à outrance, on perd complètement ce sens biblique et les colonies portent encore. Donc exhiber des populations dans un village dit naturel avec une case, un palmier, des chèvres, etc., c'est ce sentiment de paradis perdu. C'est certes le progrès, le texte le dit, voilà ce que le progrès va détruire. Et avant qu'il ne fût détruit, regardons-le une dernière fois. Donc les tirailleurs, ça représente tout ça. Les tirailleurs, ça représente, et là le mot représenter au sens propre et au sens figuré, parce qu'ils sont l'objet d'une énorme production, mais d'une énorme production graphique, beaucoup plus que les Indochinois. Or, l'empire d'Indochine est largement aussi important que celui d'Afrique. Il rapporte beaucoup plus d'argent, ou que le Maghreb. Et c'est là aussi où on voit déjà la stigmatisation, la représentation. Commence à naître, ce qu'on trouvera plus tard, 3 couleurs, un drapeau, un empire. Qu'est-ce que c'est les 3 couleurs? C'est le jaune, le marron et le noir. Et on voit bien la stigmatisation. Le noir, c'est le grand guerrier fidèle. Le marron, l'arabe, c'est toujours cette idée qu'il a un couteau derrière le dos et que dès qu'il pourra, il le plantera. Et l'indochinois, c'est une fourmi. L'indochinois est un extrait d'une immensité laborieuse avec l'idée du péril jaune. Alors, quand on entre dans la guerre, on va voir le fossé énorme qui existe entre cette idée que c'est l'Afrique qui va venir mourir pour la France et la réalité. La réalité, c'est qu'en 1914, on a mobilisé 2,5 millions de soldats et qu'il y a 8 000 soldats noirs seulement en première ligne. 8 000 sur 2,5 millions. Donc on voit bien que cette idée de force noire, cette idée de continent africain qui va déverser des hommes, c'est une invention de propagandiste, mais ce n'est pas une invention du gouvernement. L'état-major sait parfaitement qu'il n'a pas les moyens de transporter en bateau. Ça coûte beaucoup plus cher d'amener ces hommes, de les entraîner, de les former, que de produire des canons, que de produire des mitrailleuses. Donc ce mythe du tirailleur, chair à canon, etc., qui va d'ailleurs être en large partie développé par les Allemands,
il est assez extraordinaire. Et il est prolongé. La carte postale, à nouveau, pendant la Grande Guerre, c'est une guerre absolument atroce, mais qui va faire vivre beaucoup de gens. Alors là, la carte postale, la vignette, les médailles qu'on grave, ça va être les produits dérivés de la Grande Guerre pendant la Grande Guerre elle-même sont absolument énormes. Il y a une industrie de la propagande qui naît, et là aussi qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. N'importe quel éditeur de cartes postales, il peut éditer cartes postales et demander à un graphiste ou un artiste de faire un dessin. Et naît cette idée du tirailleur coupeur d'oreilles. Face au barbare allemand, qui est un barbare d'une sauvagerie inouïe, nous on a un barbare, mais alors qu'on a domestiqué, qu'on contrôle parfaitement, qui est le tirailleur. Et c'est là que naît cette expression « Yabon ». Alors elle était déjà apparue au Maroc, je voulais parler de la campagne du Maroc, il y a une carte postale où on voit un tirailleur dessiné qui court derrière un Marocain, un rebelle marocain, et il brandit une paire d'oreilles à la main, de l'autre il a son coupe-coupe. Le coupe-coupe c'était une machette qui était l'arme réglementaire des tirailleurs, puisqu'ils travaillaient dans la forêt. Et il dit « ça Yabon, ça y a oreilles de Marocains ». Et ce mot « ça Yabon », le mot « Yabon », va se développer. Et dans un bronze de Moreau-Vautier, dans un petit bronze de Moreau-Vautier qui est superbe, qui représente un tirailleur qui sort de la boue des tranchées comme ça, où il se confond pratiquement avec la boue des tranchées, et bien sûr le socle en gros, ce qui est hideux, qui vient complètement détruire, enfin en partie détruire la beauté de cette sculpture, mais il y a en gros Yabon. Et Yabon, alors là, est appelé à une carrière que vous connaissez tous, parce qu'alors il y a des tas de cartes postales qui représentent Yabon avec une tête d'Allemand. Alors il passe la douane, il dit Yabon, qu'est-ce que tu as dans tes affaires? Ah, ça Yabon qui a la tête allemande, tu peux. Il y a une carte postale célèbre d'un des plus grands illustrateurs de la guerre, qui s'appelle George Scott. On voit un père et son petit garçon qui viennent visiter un camp, qui viennent voir un camp de prisonniers allemands. On est en 1916, hein. Ils sont derrière des barbelés. Hein. Et il y a un tirailleur qui garde, et le tirailleur dit au père de famille, ah, qui vient voir les sauvages. Donc on voit bien cette inversion qui se met en place dans l'esprit du grand public, le bon sauvage contre le barbare allemand. Et en 1916, il y a des tirailleurs qui sont casernés à Courbevoie, et à Courbevoie, il y a un fabricant de poudre de bananes et de chocolat qui fabrique Banania. Et il va avoir cette idée de faire ça Yabon Banania. Et ça va être, à mon avis, l'icône, une des icônes, c'est que c'est une des 3 icônes avec la vache qui rit, le pneu Michelin, le plus célèbre du XXe siècle. Ça va enfermer définitivement, je dis bien définitivement, le tirailleur derrière cette image de grand enfant, costaud, souriant, toujours disponible pour la France. Et c'est pour ça que le poème de Léopold Sédar Senghor, Ostinoir, qu'il écrit en 1940, est tellement beau. Quand il écrit « Tirailleurs, mes frères, j'irai arracher des murs de France vos sourires bananias ». Ça veut tout dire, il avait tout compris. C'est une espèce d'image dans laquelle... stéréotype d'ailleurs dont on voit régulièrement aujourd'hui encore la résurgence. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Si on fait des micro-trottoirs dans la rue, quand on demande à une masse absolument indéterminée qu'est-ce que représente pour vous un Africain, on voit souvent que c'est le corps, c'est le physique, c'est le geste, c'est le sexe. Un Asiatique, c'est le boulot. Et un Arabe, alors on ne sait absolument pas. Alors ça, c'est entre les deux. Et on voit bien que ces stéréotypes sont toujours extrêmement actifs, même souvent dans les journaux féminins, quand on veut représenter le corps africain, où on voit aujourd'hui cette resculpture du corps, tout ça est tout à fait intéressant. Mais c'est en dehors de notre sujet. En tout cas, cette représentation des Africains va leur coûter très cher. Va leur coûter très cher, pourquoi? Parce que les Allemands, évidemment, vont se servir de cette propagande. Quand au moment du traité de Versailles en 1919, quand la France va exiger des réparations énormes de l'Allemagne, puisque la guerre s'est faite sur le sol français et que les Allemands sont jugés définitivement coupables, c'est la première fois que dans une guerre, à la fin, dans un traité, on culpabilise. C'est la première fois qu'on culpabilise sur un plan idéologique. Hein, la cathédrale de Reims détruite. Alors ça, c'est le crime absolu de la barbarie allemande. Et les Allemands, qui savent que finalement la puissance tutélaire de ces accords de Versailles sont les Américains, et comme les Américains pratiquent encore la ségrégation, eh bien les Allemands vont faire toute une campagne qui va s'appeler la campagne de la honte noire, pour prétendre que les Français se servent des Noirs pour négrifier la race allemande. Parce que vous savez qu'en 1918, la France était pressée de renvoyer ses bidasses français chez eux, mais il fallait occuper une partie de l'Allemagne justement pour obliger les Allemands à respecter les conditions de paix. Et on a fait occuper l'Allemagne par des Maghrébins, par des Malgaches et par des Africains. Et c'est à ce moment-là que l'Allemagne, la droite allemande,
très vite l'extrême droite vont saisir ce prétexte, vous voyez, les Français nous font occuper parce qu'on veut négrifier, Hitler l'écrit dans Mein Kampf, les Français veulent négrifier la race allemande. Et donc là, naît toute une campagne avec des faux films. Et là, ce qu'on n'a pas retrouvé, on a les affiches, on a les photos, on engage des figurants noirs, on les déguise en soldats français et ils violent des femmes allemandes. Il y a tout un tas de rapports. Enfin, il y a une série de médailles qui sont frappées où il y a un énorme sexe comme ça, coiffé d'un casque et d'une tête noire. Le haut ressemble vaguement à un Africain. Et il y a une femme allemande qui est attachée sur ce sexe. Et il y a toute une énorme production comme ça en Allemagne, de gravures, même de films, imaginez à l'époque, pour montrer combien la France va avilir, va salir la race allemande. Et ça va faire beaucoup de mal aux tirailleurs. Parce qu'évidemment, en 1940, quand les Allemands vont à nouveau se trouver affrontés à des soldats africains dans ces régions, eh bien, dès qu'ils attraperont un tirailleur dans le feu des combats avec un coupe-coupe, évidemment, gorgé de préjugés racistes, et totalement aussi gorgé de ces clichés, finalement clichés que notre propre propagande avait forgés pendant la Grande Guerre, eh bien, il y aura des milliers d'exécutions sommaires. Et on estime qu'il y a eu environ 5000 soldats africains qui ont été tués pendant la campagne de 40. Sur les 5000, au moins 3000 ont été exécutés sommairement par les Allemands, justement dans ce délire de fantasme d'Africains coupeurs d'oreilles, anthropophages, etc. etc. D'où l'importance de ces images, de ces stéréotypes qui finalement ont pesé directement sur le destin des tirailleurs. Alors pour en venir à notre monument, Archinard, qui était le conquérant du Soudan dans les années 1890-1895, qui est vraiment celui qui avait avec d'autres, avec Gouraud, etc., qui avait occupé cette partie, décide de rendre hommage et crée donc un comité pour un monument à l'armée noire, et symboliquement, justement, et là l'histoire est assez juste, décide d'ériger un premier monument à Bamako, justement, en rappel à ces tirailleurs Bambara, en rappel au fait que c'est le Soudan, le Mali, à l'époque on ne parle pas du Mali, c'est le Soudan qui a porté pratiquement 60 à 70% de l'effort de guerre des tirailleurs. Donc on va ériger un monument, je vous la date exacte, vous le savez, c'est qu'il est inauguré le 3 janvier 1924 à Bamako, et symboliquement, le 13 juillet 1924, il est inauguré ici à Reims, parce que vous savez que c'est une division coloniale, parmi lesquels il y avait beaucoup de régiments de tirailleurs qui avaient stoppé la dernière offensive allemande qui aurait pu entraîner la défaite française en 1918, stoppée devant les hauteurs du fort de la Pompelle, etc. C'est-à-dire à vue pratiquement l'endroit où le premier monument avait été érigé, sur ce square en face du square Pommery. Si vous y allez, je pense que vous irez, il y a encore des fortifications, il y a encore des groupes de tranchées qui sont derrière. On pense que c'est un des derniers endroits où les tirailleurs ont combattu les Allemands. Donc voilà pourquoi ce monument avait été érigé là. Et là aussi, c'est pour ça que l'histoire de ce monument, elle est extraordinaire, y compris sa résurgence aujourd'hui. En 1940, les Allemands emportent ce monument. Vous savez qu'il y a deux photos célèbres, on les voit, ils chargent le monument sur un train. En même temps, ils enlèvent les statues de Mangin, qui était pour les Allemands le père de l'armée noire et qui avait combattu. Vous savez, Mangin, qu'on avait appelé le boucher de Verdun, à tort d'ailleurs, mais qui a commandé plusieurs divisions coloniales, puis des corps d'armée pendant la bataille de Verdun, la bataille de Douaumont. Les Allemands démontent toutes les statues de Mangin qu'ils connaissent. Il y en a une à Paris, il y en a une à Sarrebourg, il y en a une autre à Metz, et ils les emmènent. On pense, alors ce serait intéressant qu'on puisse travailler là-dessus, on pense qu'en réalité le but des Allemands, c'est de faire une exposition en Allemagne, non pas de l'art dégénéré, parce que ces statues, elles sont, Arnaud Brecker ne les désavouerait pas, mais plutôt pour montrer la négrification de la race, puisque c'est comme ça qu'on parle, française. Il y a plein de films de propagande allemands à l'époque, quand on regardait, alors on voit des colonnes entières de prisonniers, vous l'avez vu, je les ai mis dans certains de mes films, regardez, c'est ça la culture française, la grande nation. Parce qu'on a oublié ça aujourd'hui, mais pour beaucoup de pays, la France, avec son discours universaliste des droits de l'homme, ça horripilait la moitié des nations sur Terre, surtout les nations, les dictatures allemandes. Donc la grande nation, c'était le nom que nous nous donnions à l'étranger depuis la Révolution. Et le discours allemand, c'est regarder cette grande nation, une horde de nègres. Alors elle filme évidemment. Moi j'ai beaucoup de photos où on leur met des os dans le nez, enfin, de façon à montrer, ou alors on jette de la viande comme ça. Les tirailleurs sont affamés. Imaginez, on les met en cercle, on leur jette de la viande et ils se précipitent dessus. Film en couleur absolument terrifiant. Et photos qui sont prises dans Signal, la revue de l'armée allemande. Donc,
je pense que ces monuments ont été démontés parce que le régime nazi avait sans doute la volonté de faire une exposition sur la négrification et ce à quoi avait échappé l'Allemagne, à telle enseigne qu'il y a environ 50 000 prisonniers africains en 1940 et que l'Allemagne va évidemment soigneusement refuser qu'ils soient emmenés, alors qu'il y a 1,5 million de soldats français qui sont emmenés en captivité en Allemagne, qui vont y rester pendant 5 ans. On refuse pour les tirailleurs et on les maintient en France dans des Frontstalag. Il y en aura une cinquantaine à travers toute la France parce que justement, on ne veut surtout pas à nouveau négrifier, enfin ce délire, ce fantasme de négrification du sang allemand. Donc là aussi, vous voyez combien les tirailleurs en permanence basculent dans cette image finalement dont ils ne décident pas. Imaginez bien qu'à l'époque, pas un tirailleur ne peint, pas un tirailleur ne prend de photos, pas un tirailleur ne dessine. Écrit, on ne sait pas. Il y a un livre célèbre, il y a 2 livres célèbres qu'il faut à tout prix que vous lisiez, ça vous intéresse. L'un de Lucie Cousturier, qui est un livre admirable, qui s'appelle Des inconnus chez moi. Lucie Cousturier, c'est une femme qui est peintre, justement, qui est dans l'entourage de Signac, d'ailleurs dont très peu d'œuvres nous sont parvenues, c'est extraordinaire. Il y a eu un colloque sur elle récemment, extraordinaire, Lucie Cousturier. On connaît 4 œuvres d'elle, alors qu'elle a beaucoup peint. On pense qu'elle a émigré à l'étranger, que l'essentiel de ses travaux est là. Mais donc Lucie Cousturier vit à Fréjus, et c'est à Fréjus pendant la guerre qu'on masse les tirailleurs, parce que l'hiver, comme ils sont soumis aux pathologies tropicales, ils sont très malades des poumons, on les met dans les camps du Sud-Est. Et Lucie Cousturier est là, et elle est fascinée, en même temps bouleversée par ces hommes, et elle en reçoit régulièrement, à qui elle donne des cours de français, et qu'elle fait dessiner, elle le raconte. Et c'est le plus beau regard, Lucie Cousturier, c'est le regard le plus pertinent, y compris dans tout ce qui pourrait être écrit après, sur l'altérité. Et ensuite, elle va trouver une petite subvention du gouvernement français pour aller retrouver ces tirailleurs, ça s'appellera Mes inconnus chez eux. Et là, on pense qu'elle va aider quelqu'un qui s'appelle Bakary Diallo et qui va écrire un livre dans les années 20 qui s'appelle Force Bonté. Mais aujourd'hui, il y a un débat. On n'est pas sûr que Bakary Diallo ait réellement écrit tout seul le livre et que ce ne soit pas Lucie Cousturier qui lui ait tenu la main. Alors tous ces bouquins qui étaient rarissimes jusqu'à une date récente ont été réédités. On les trouve très facilement sur Internet. Je crois qu'ils ont été réédités chez Cartala, alors qu'ils étaient absolument introuvables, comme moi j'en avais besoin il y a une vingtaine d'années. Mais c'est très beau, Lucie Cousturier. Et elle a dessiné, elle a fait quelques dessins. Il y en a un dans un musée, je crois, à Menton, dans un musée municipal ou à Saint-Tropez. Il y a un dessin de tirailleur de Lucie Cousturier qui est admirable. Alors il y a eu une grande production de tableaux. Moi j'ai eu des... Alors moi je me suis mis à collectionner parce que tous ces trucs-là, c'était par terre, c'était foutu en l'air. Dans les années 70, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'allais au marché aux puces, il y avait des caisses entières de vie coloniale. Et je trouvais ça absolument absurde. Et donc j'ai eu une collection importante que je n'ai pas gardée. Mais il y a des centaines d'œuvres. Les tirailleurs ont été peints par des tas d'artistes, ont été dessinés par des tas d'artistes. Il y a eu des numéros spéciaux de l'illustration, il y a eu des numéros spéciaux de... Donc il y a une masse iconographique extrêmement importante, surdimensionnée par rapport à d'autres thèmes qui auraient pu, après tout, intéresser les publicistes. Les publicistes, à l'époque, c'était les journalistes, les illustrateurs ou tout autre. Donc il y a beaucoup de sources, il y a eu de très belles affiches aussi. Alors l'affiche de Reims d'inauguration, on en parlait tout à l'heure, elle n'est pas géniale, c'est une affiche avec un texte au centre et puis en haut quelques dessins. Mais il y a eu quelques très très beaux travaux. Mais les tirailleurs, en revanche, et c'est là la grande difficulté, n'ont pas produit. Donc on a aujourd'hui ce déficit du regard. La seule chose dans laquelle soit passée la réaction africaine, et hélas, là aussi c'est terrifiant, c'était dans les chants. Vous savez qu'il y avait beaucoup de chants qui étaient assez habiles d'ailleurs, parce que la réponse africaine à la colonisation a été souvent extraordinairement fine. Les chants, les Africains faisaient passer beaucoup de contestations à travers le chant, parce qu'en même temps ça allait dans le sens du blanc. D'ailleurs on le voit bien dans le film de Jean-Jacques Hano, Allons enfants. Et en réalité le blanc ne comprenait absolument pas ce que chantaient les Africains, alors que c'était des chants extrêmement violents. Mais finalement le bon blanc disait ces braves tirailleurs sont contents, ils chantent. Et moi, alors j'ai eu la chance, parce que ça a bouleversé ma vie, cette histoire de tirailleurs. Les premiers que j'ai rencontrés, c'est dans les années 70, et je leur ai consacré beaucoup de mon temps. J'en ai connu des milliers qui, hélas, aujourd'hui, n'existent plus. Et ils me racontaient que dans ces chants, ils me disaient, si tu savais ce qu'on racontait, c'était des chants de contestation terrible, mais en même temps, avec les limites que le blanc ne pouvait pas les entendre. Ou alors, c'était des chants qui serinaient toute la journée. Par exemple, c'était sergent-major, paye le tirailleur, sergent-major. Alors quand toute la journée, le blanc a entendu l'Africain qui lui dit paye-nous, paye-nous, paye-nous,
on peut imaginer qu'il aura un petit peu de condescendance. Voilà, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que, hélas, les ethnologues, les anthropologues, les linguistes n'ont pas travaillé sur la parole des tirailleurs, n'ont pas travaillé sur les chants des tirailleurs, parce que c'est vrai que dans les années 60, et c'est là où je voulais en venir, au moment des indépendances, le tirailleur, finalement, c'était un peu le harki, c'était un peu la mauvaise conscience. Du côté français, ça rappelait une époque qu'on avait décidé de clore. Du côté africain, ça rappelait aussi une époque qu'on n'avait pas envie d'écouter. Et donc, c'est vrai que beaucoup d'anthropologues, beaucoup d'ethnologues ont préféré, à juste titre d'ailleurs, s'intéresser aux chants de cour, aux chants de travaux des femmes dans les champs, etc., et pas aux tirailleurs. Et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a une mémoire absolument gigantesque qui s'est perdue. Il y a eu des romans aussi. Il ne faut pas oublier que les tirailleurs ont produit si vous voulez voir, ça, il faut que vous le disiez absolument, hein, dans Amadou Hampâté-Bâ, qui est le plus beau romancier africain, le personnage du tirailleur dans l'entre-deux-guerres. Alors, Amadou Hampâté-Bâ, c'est oui, mon commandant, et l'autre, ça me reviendra, c'est Vangrin, c'est le destin de Vangrin. Et le personnage du tirailleur, de l'ancien combattant, devient un petit peu comme dans la société française. Enfin, vous n'avez pas connu ça, nous avons connu ça, moi qui suis plus vieux. L'ancien combattant dans mon enfance, c'était omniprésent. L'ancien combattant de 14-18, c'était toujours au bout de la table, un vieux con qui radotait. C'était l'ancien combattant de 14-18. Il n'y avait pas de cérémonie sans qu'il n'y ait pas un ancien combattant de 14-18. Eh bien, en Afrique, c'est pareil. Et en plus, le tirailleur, souvent, et c'était un des arguments pour le recruter, on lui donnait un petit métier d'administration coloniale. Il était interprète, il était policier, il était garde-cercle, il était intercesseur au tribunal. Et donc, l'ancien combattant, l'ancien tirailleur devient un personnage justement complètement inventé de cette société coloniale. Justement, cette nouvelle société coloniale que l'ordre colonial veut implanter. Une nouvelle société africaine avec des cadres moyens. Il y a des tas de textes réglementaires en disant ces anciens tirailleurs doivent être la chance de cette Afrique coloniale, parce que ça va être les petits métiers, il va être télégraphiste, il va être mécanicien, tout un tas de petits trucs qu'il a appris à l'armée. Toute cette classe moyenne qui manque à l'époque tellement à ces sociétés africaines que l'on voudrait aligner sur nos modèles. Et donc, le personnage du tirailleur, on va beaucoup le trouver dans la littérature, et à partir des indépendances, on va aussi le trouver, il y a toute une littérature africaine, y compris Le vieil homme et la médaille, y compris chez Sam Ben Ousmane, aussi du tirailleur fou. C'est très intéressant, parce que beaucoup de tirailleurs, en particulier, reviennent de la Seconde Guerre mondiale très marqués. D'abord, ils reviennent souvent alcooliques. Ce qui n'est pas anonyme. Hein. Il faut voir que beaucoup d'anciens combattants français de la Première Guerre sont venus aussi alcooliques, parce que une des seules façons de supporter les conditions de la guerre, c'était évidemment de boire. Et donc les tirailleurs, souvent qui sont issus de sociétés dans lesquelles, soit une société musulmane, soit une société animiste dans laquelle on ne boit pas vraiment, reviennent alcooliques. Ils reviennent aussi marginaux. Pourquoi marginaux? Parce qu'ils se sont mis en dehors de l'organisation traditionnelle africaine. Et d'ailleurs, ils sont assez mal vus des chefs traditionnels, parce que le tirailleur qui revient après 4 ans de guerre, qui a couché avec une femme française, qui est quand même assez souvent le cas, qui parfois sait conduire une voiture, qui a ramené un vélo, dans le village, il remet totalement en cause l'organisation traditionnelle. Il faut bien voir le rôle que vont jouer les tirailleurs en termes d'émancipation. Par exemple, moi je me souviens qu'on m'avait raconté un village, un tirailleur est rentré dans les années juste après-guerre avec un transistor. Mais ça a été une révolution, parce que tout d'un coup, l'information arrivait dans ce village à travers la radio. Et ça bouleversait absolument tout. Et donc, toute l'organisation traditionnelle, des chefferies traditionnelles qui étaient extrêmement importantes, voit d'un très mauvais œil le retour de ces hommes et a souvent tendance, s'ils n'arrivent pas à s'intégrer, à les marginaliser. Et moi, j'ai connu des villages où on disait, le tirailleur, alors, le type était une espèce de type qui faisait un peu peur, comme ça, parce qu'en même temps, il avait fait la guerre, il était courageux, il était couvert de médailles, mais c'était un personnage un peu marginal. Et on le voit beaucoup dans cette littérature africaine qui aura beaucoup de production des années 50 aux années... alors là aussi, si vous tapez sur Internet, vous verrez, il y a quand même eu des thèses là-dessus, il y a des choses assez intéressantes. Voilà, en termes d'image, alors après l'image des tirailleurs, pour en finir avec elle, en 40, on va encore un peu réexhumer, mais là, le pneu commence à être vraiment fatigué. On a beau pomper dans la chambre à air, le mythe de la plus grande France, du tirailleur, ça marche moins bien. En revanche, il y aura beaucoup de combattants. Avec la France libre, les tirailleurs aussi vont jouer un grand rôle. Mais là, je veux dire que c'est assez incroyable, parce qu'il n'y a même pas d'affiches faites pour eux. Ils sont inclus dans le panier de la France libre. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on regarde les revues de la France libre
au Cameroun, etc. On ne se pose même pas de questions à faire si on doit faire un appel au peuple particulier au Camerounais. Non, ils sont mobilisés de facto. L'empire colonial, c'est une réalité, on ne leur demande pas leur avis, et ils rallient en fonction des demandes de leur chef. Le tirailleur est devenu complètement banalisé, il est dans le paquet colonial. Et en Indochine, pareil. Alors là, en Indochine, on a aboli le code de l'indigénat depuis 1946, donc c'est un citoyen, même si c'est un citoyen de seconde zone, c'est quand même un citoyen français, normalement involontaire. Les tirailleurs, enfin les soldats africains combattront encore pendant la guerre d'Algérie, ce qu'on oublie, ils vont être très nombreux pendant la guerre d'Algérie, y compris même dans les régiments de parachutistes. Et ensuite, ils vont tous passer aux armées nationales. Et là, je dirais, ça sera un peu la fin de leur histoire. Il faudra attendre les années 80 et leurs premières revendications pour la réévaluation de leur pension, pour que tout d'un coup, on se penche sur eux. Mais d'année en année, moi j'ai créé un comité pour la revalorisation des pensions en 91. On a envoyé un courrier à tous les parlementaires, on a reçu 3 réponses. De Philippe Seguin, parce que son père était mort dans un régiment de tirailleurs tunisiens, du sénateur de Dijon-Broissia, parce que son père avait commandé un régiment de tirailleurs, et un 3e, parce qu'il avait été en Indochine, où il avait croisé les tirailleurs. Je veux dire qu'il y a eu un silence absolu de toute la classe politique là-dessus. Et on a tous les ans envoyé des demandes au Parlement, jusqu'à ce qu'avec Bouchareb, etc., on arrive à faire bouger les choses, et qu'aujourd'hui, on ressorte les tirailleurs, hélas, alors qu'ils ont été des centaines de milliers. On pense aujourd'hui, on a les registres à peu près bien tenus à travers les maisons des anciens combattants. Pour la partie africaine, il ne va même pas en rester 10 000, quoi, hein. Même pas. Donc voilà. J'en ai terminé. Pardon, je regarde ma montre parce que mais je vous passe la parole parce que voilà, moi je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors donc il y a une iconographie importante, j'en ai une large part. On peut trouver un système pour que vous veniez la voir parce que je n'ai pas tout numérisé, j'ai peut-être 200 ou 300 000 documents sur les tirailleurs. Hein. Cartes postales, photos, affiches, je ne sais plus où les mettre. Ouais, il faudrait que j'ai fait un bouquin, hein, vous avez La Force Noire, hein, j'ai essayé d'en mettre dedans, hein, mais en tout cas les représentations. Et alors, si, c'est quand même une chose importante pour vous dans le travail que vous voulez faire, la présence des Africains était déterminante en France. Il faut bien voir que les Français n'étaient pas un peuple de voyageurs. Et donc la Grande Guerre, c'était l'occasion de voir pour la première fois en masse, puisqu'il y a eu environ 130 000 tirailleurs africains, mais pas seulement, il y a des Maghrébins qui sont venus aux Chinois, des Malgaches, enfin, il y a absolument toutes les couleurs du monde. Hein. Il y a des Jamaïcains, des Zoulous, puisque les Anglais ont aussi. Donc imaginez pour le brave pecno français qui était soit au front, soit les femmes étaient encore plus engagées dans la vie publique en France, puisque les hommes étant au front, elles étaient dans les usines, etc. Or, beaucoup de ces soldats indigènes, en fait, on les a vite retirés du front parce qu'on s'apercevait que ce n'était pas du tout leur truc, à part les Maghrébins. Les Maghrébins qu'on a vraiment maintenus au front parce que c'était d'extraordinaires combattants, mais beaucoup des Africains, des Malgaches, des Indochinois, on les a mis dans les usines, à l'arrière, ou dans les villes, ou dans les champs. Et donc là, ça veut dire que la population française entière, même dans les départements les plus reculés, même dans le Gers, à Lectoure, il y a un cimetière parce qu'il y avait des tirailleurs qui avaient été là envoyés pour aider aux travaux des champs. Eh bien, il y a eu donc une rencontre. Il y a eu une rencontre, et les Africains le disent eux-mêmes. Ils n'étaient pas traités en France comme on les traitait aux colonies. Aux colonies, il y avait un rapport racial absolument terrifiant. Pas en France. En France, c'était du paternalisme ou une espèce d'ahurissement devant... il y a de très beaux textes, d'ailleurs, de Georges Pioche en particulier, avec souvent de la compassion, en disant mais qu'est-ce qu'on est allé chercher ces malheureux pour participer à nos guerres, ils n'ont rien à faire là. Il y a quand même ce sentiment-là qui émerge. Il ne faut pas non plus oublier que ça va être le début de l'immigration de travail, parce que les Africains, eux, vont en masse préférer rentrer, n'ont pas envie de rester ici, mais en revanche, beaucoup d'Indochinois vont rester, beaucoup de Maghrébins, parce que les Kabyles vont rester, et ça va être le début de l'immigration de travail. Hein. Et en 40, à nouveau, on voit revenir des contingents africains. Donc, je veux dire que dans les représentations, il va y avoir là un brassage, je ne parle pas d'échange, hein, je suis prudent, mais un brassage des regards qui vont populariser au-delà de ce que déjà pouvait montrer la presse, au-delà de ce que pouvaient montrer les cartes postales, au-delà de ce que pouvaient montrer les films. Parce que là aussi, en 14-18, il y a énormément de films qui sont tournés sur les Africains, parce que à quoi ça sert les films de propagande? Il n'y a pas un mort sur les films tournés pendant la Grande Guerre. On montre évidemment pas ces morts, mais on montre ce qui peut distraire l'opinion publique. Et qu'est-ce qui distrait l'opinion publique? C'est les braves tirailleurs qui jouent au foot, qui mangent, qui font la prière, ou les Indochinois dans un théâtre anamite absolument extraordinaire. Donc ça distrait l'opinion publique, mais n'empêche que ce sont des vecteurs extrêmement importants
de diffusion des images et de la présentation. Voilà. Posez-moi des questions précises si vous en avez. Je vous retrouve les docs. C'est ça, l'art colonial, par exemple, orientaliste, qui provient de cette exposition, plutôt dans les expositions coloniales et universelles, c'est une interprétation des Européens des codes indigènes, entre guillemets, ou c'est des formes qui proviennent véritablement de ces populations. C'est une réinvention totale. Alors, qu'est-ce qui va populariser? Il faut voir, il y a plusieurs mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement orientaliste, qui est tout à fait intéressant. Ça, c'est Delacroix, hein, c'est Fromentin, c'est des choses assez, tout de même assez belles. Les carnets de Delacroix au Maroc, c'est sublime. Il y a eu le japonisme après. Alors ça, le japonisme, lui, il est entièrement fabriqué par les Japonais. Vous savez que le Japon est un pays extraordinaire qui va passer du féodalisme avant l'ère Meiji à la modernité, en particulier en battant l'armée russe en 1905. Et le Japon crée des commissions qui viennent participer. Alors j'ai fait un livre là-dessus, je suis imbattable. Le Japon crée des commissions, d'une modernité, crée des commissions, parce qu'avec la mise à bas du système féodal japonais, il y a tout un tas de métiers japonais qui sont en perdition, chez les artisans, etc., qui travaillaient pour les seigneurs et qui d'un coup sont sans emploi. Et là, on a l'idée de réorienter toute cette production vers l'extérieur, vers l'exportation. Et donc, on crée un commissaire général des expositions japonaises, qui vient en Europe, qui repère quels sont les besoins européens, et qui va créer des stands à toutes les grandes expositions universelles, à Paris en particulier, dans lesquelles le Japon va promouvoir ses produits. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que quand on importe ces produits, on les emballe dans des j'ai oublié le nom, ces japonais qui se collectionnent tellement voilà, et qui servent en fait de papier d'emballage à la pacotille japonaise, les bols, les cendriers qu'on envoie. Et ça va être le début de la collection. Mais j'ai pas. Alors, on sait par exemple Manet, on sait Monet, on sait Rodin qui dessine les petites cambodgiennes de l'exposition. Mais à côté de ces artistes, de ces grands artistes qui sont influencés par ce qu'ils voient, parce que tout d'un coup, ils ont l'occasion de voir des choses qu'ils ne pourraient pas aller voir sur place, il y a toute une production coloniale d'art décoratif, parce qu'il faut décorer ces expositions. Et donc, on part parfois de monuments qu'on fait démonter en Afrique ou qu'on fait démonter en Indochine. Par exemple, la pagode du cimetière indochinois de Belmassen, c'est une maison commune, c'est un dîne qu'on démonte morceau par morceau, qu'on remonte à Marseille. Puis comme les Parisiens sont emmerdés que les Marseillais l'aient fait le premier, ils leur rachètent pour le réinstaller dans le bois de Vincennes pour l'exposition de 1906. Et là va naître un art décoratif bâtard qui s'imprègne, à telle enseigne que Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, est tellement effondré de voir que la production artisanale traditionnelle vietnamienne est en train de s'abattardir, parce que les coloniaux commandent, je ne sais pas si vous savez, il y a un mobilier absolument hideux, mais qui est totalement à la mode à la fin du 19e et au début 1, qui est le mobilier Henri II, une espèce de mode néo-gothique. Et donc les coloniaux qui vont en Indochine se font fabriquer des salles à manger Henri II, en bois de fer, en mou, incrustés de nacre. Et Paul Doumer, qui est quand même un homme de goût, est absolument effondré à l'idée que la production artistique asiatique, vietnamienne, sombre. Et donc il crée l'école des beaux-arts de Hanoï, il crée l'école justement pour sauver, et il envoie des artistes français assez connus, c'est une autre histoire, il y a plein de bouquins passionnants là-dessus, pour relancer la production intégrée. Mais on va inventer, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs je peux le dire, moi j'aime beaucoup votre plan, mais vous savez, je suis contre votre socle, parce que je pense que le socle du monument de Bamako, c'est justement, alors il est hideux, je vous en conviens, mais il est typiquement cette symbiose entre le style funéraire d'après-guerre, la tranchée, le gabion, et l'architecture qu'on appelle à l'époque l'architecture de Djenné. Vous savez que la mosquée de Djenné aujourd'hui, qu'on décrit comme une perle de l'art africain, c'est une invention totale. C'était totalement construit par les Français. C'est-à-dire qu'on a même aujourd'hui, fini par substituer
à une réalité, une autre réalité, que d'ailleurs les populations se sont emparées, parce qu'après tout, ça fait partie du jeu normal des choses. Mais par exemple, le socle du monument de Bamako et de Reims, il était très typiquement d'espèces d'architecture néo-soudanaise, etc., etc. Donc il y a eu à la fois des choses, comme toujours, sublimes, hein, où vraiment il y a eu mais on n'a jamais fait venir, par exemple, d'artistes africains, même si les masques africains, par exemple, sont collectionnés très vite. Dans la presse des soldats coloniaux, en 1895, il y a Monsieur Tartampion, antiquaire rue machin, achète tout fétiche nègre. Vous qui revenez des colonies, venez voir Monsieur Tartampion, vous achète tout fétiche nègre. Moyennant quoi, j'ai des tas de copains qui sont spécialistes d'art africain, il y a des villages entiers qui ne sont pas idiots, qui se mettent à fabriquer du fétiche nègre pour le soldat d'infanterie coloniale qui va aller les revendre à Monsieur Tartampion à Paris. Donc c'est une vieille... donc ça, c'est un domaine qu'il faudrait... il y a eu 2 ou 3 travaux là-dessus. Mais ça met tellement à mal cette connerie dite des arts premiers que je hais absolument, que c'est un sujet... ça fait 10 ans que je rêve de faire un film là-dessus, sur l'invention des arts premiers. Enfin, 10 premiers, puisqu'on ne sait même plus comment les appeler. Là, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet passionnant. Mais voilà, donc il va y avoir une espèce de style. Pardon ? Oui, mais là aussi, bien sûr, il y a un échange. Mais sauf qu'on ne fera jamais venir d'artistes africains réellement pour travailler. En revanche, on fera venir des Indochinois, parce qu'on pense qu'ils sont plus évolués. Parce que ça aussi, c'est un baromètre de ce qu'on imagine. L'Indochine, on ne peut pas dire que c'est des sauvages. Il y a des monuments absolument inouïs. D'ailleurs, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fabrique ? Le monument emblématique d'Indochine, qu'est-ce que c'est ? C'est Angkor. Et pourquoi est-ce qu'on emblématise Angkor, qui n'est pas indo-chinois, c'est pas vietnamien, c'est les Khmers, c'est incomparable. Parce que, voilà, la République, là, cette fois-ci, n'est pas venue apporter la lumière chez les barbares, elle est venue rapporter la lumière dans des civilisations extraordinairement sophistiquées qu'il avait perdues. Et c'est toute l'école française d'Extrême-Orient. On va ranimer, on va relancer. Donc à chaque colonie s'attache un rapport esthétique bien particulier. Le Maghreb, ça va être autre chose encore. Le Maghreb, on va essayer de relancer l'école, par exemple l'école des Beaux-Arts d'Alger, avec la Villa Saïd, qui est très passionnant. Mais je peux vous parler longtemps. Hein. Une question qui concerne le monument de Bamako. J'ai souvent allé à Bamako. J'ai été surpris dans la base de constater que le monument avait été investi dans notre récit, qui est sensiblement paradoxal, des galeries de Samori. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entendu, analysé, comment vous analysez rétrospectivement. Il y a 2 choses. Donc Samori Touré, c'était le grand empereur du Mossi que justement Archinard et Gouraud ont vaincu. Donc c'est le héros national malien. Et donc la population comme le monument autrefois était accessible, aujourd'hui le monument à Bamako, il est au milieu d'une place inaccessible tellement il y a de bagnoles qui tournent autour. C'est un cauchemar de pollution et donc on peut même pas. Il faut vraiment être courageux pour traverser la rue à certaines heures. Donc plus personne ne va au pied de ce monument. Donc on le voit de loin. Et quand vous demandez aux Maliens qui c'est, vous dites c'est Samori Touré entouré de ses guerriers. Or ça représente. Alors comme la statue a été repeinte en noir, on voit mal. Mais alors évidemment, parce qu'en fait, il y a un blanc. C'est un blanc qui est entouré de 4 soldats africains. C'est la garde au drapeau, en fait. Hein. Alors c'est Samori Touré, c'est comme une inversion absolument totale. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le président Konaré au Mali, et sa femme surtout, qui se piquaient d'histoire, et qui ont fait une chose assez étonnante, je ne sais pas si vous avez vu. Ils ont fait en ronde bosse. C'est-à-dire le monument de l'Armée noire, ils l'ont fait en ronde bosse, c'est-à-dire en plat, hein, et ils l'ont mis, en bas-relief, ils l'ont mis à l'entrée de chaque préfecture du Mali. Ça, je l'ai vu, à l'entrée de Tombouctou. Il y est, ils ont rajouté dessus la flèche de case Bambara. Et moi, j'ai photographié à Mopti, à Sébarré, à Kati, à l'entrée, le rond-point. Il y a le monument à l'Armée noire en bas-relief et la représentation Bambara. Donc c'est très intéressant. Il y a un monument à Tiaroy, à la fusillade de Tiaroy. J'ai fait travailler des élèves là-dessus. Alors ça représente un soldat africain qui est attaché à un pilier puis qui est fusillé comme ça. Et en fait, quand vous posez la question, ça a été fabriqué par des Nord-Coréens. Donc il y a là aussi, c'est passionnant de voir combien le régime de Konaré a repris. Enfin voilà, je pense que c'est à l'époque de Konaré où on a réinvesti certaines choses. J'ai un artiste, Yaya Koulibaly, qui est un artiste photographique à son enfant, qui a été étudiant dans les années 70, sous les
déjà les de Savoie dans les années 70 sur la dictature. Ils se sont même disputés entre eux, à votre étudiante. Certains disaient que les ce sont des militaires et nous on combat une dictature militaire. Et d'autres disaient non, ce ne sont pas des militaires comme les autres, ce sont les guerriers Savoie. C'est eux qui donnent de la force. Là, il y aura un vrai travail. Alors en plus, le dictateur, c'est Touré, il se prétendait descendant, Samuel Touré. Alors que Touré, c'est la moitié du Mali, ça peut Touré. Donc tout ça, c'était... Il y aurait un vrai boulot à faire. Mais c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Parce qu'hélas, on ne l'a pas fait à temps. Sur le langage, sur les éléments du langage, sur les représentations. Et on ne l'a pas fait. Alors on commence, par exemple, moi j'ai créé un musée d'histoire militaire à Bamako, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas s'il est encore en place. Et on avait demandé à des sculpteurs de travailler sur les... Il y en a un qui avait interprété un rêve de tirailleur. Il a fait un bloc en bois sculpté qui était l'interprétation d'un rêve de tirailleur. C'était vachement... À Dakar aussi, on a fait une exposition avec des plasticiens, des poètes. Il y avait une production tout à fait intéressante. Hein. Je ne sais pas où c'est passé. Mais c'est ça qui est intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est la vie sociale de ces histoires, justement, la vie de ces représentations. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, les premières fois que je suis allé en Afrique présenter mes films, mes expos, c'était finalement pas l'histoire qui bouleversait les spectateurs. Quand les gens venaient me voir, ils me disaient « Monsieur, est-ce que ça peut être mon grand-père » C'est-à-dire, tout d'un coup, est-ce que moi aussi, j'appartiens au temps de la représentation? Puisqu'on nous a dénié. On nous a dit, vous êtes une culture de rareté. Je ne parle même pas du discours de Sarkozy, vous n'avez pas d'histoire, bien avant. Tout d'un coup, c'était, merde, nous aussi, on appartient à la civilisation des images. Nous aussi, dès le 19e, on peut être en photo. Et alors ça, et alors après, ils cherchaient la grand-mère. Mission impossible, non mais tu ne reconnais pas. J'ai vu des séquences extraordinaires. Ouais, évidemment, ils étaient persuadés d'avoir retrouvé le grand-père, etc. Mais c'était ça d'abord qui frappait. C'était, on appartient, comme le monde entier, on appartient à l'iconographie. Et ça, c'était... Ah. Alors que moi, je pensais que les questions que j'allais avoir, c'est des questions sur vous avez été salopard, le colonialisme, vous avez fait mourir mon grand-père. Pas du tout. La première chose qui venait, on avait fait avec Pascal Blanchard une exposition il y a longtemps, hein, il y a presque 20 ans, c'était, mais monsieur, est-ce que ça peut être nous? C'était ça. Ça, pour moi, ça a vraiment été une chose de très importante. Est-ce que les familles de tirailleurs sont installées en France? Très peu, parce que que ce soit après 1914, d'abord, c'était pas facile de s'installer, hein, parce que vous l'avez dit, ils n'étaient pas citoyens français, ils étaient sujets français, donc ils pouvaient devenir citoyens français. Les anciens combattants pouvaient devenir citoyens français, mais d'abord, ça passait par des démarches administratives très compliquées, puis il ne faut pas non plus oublier qu'une des raisons des difficultés à acquérir la citoyenneté française, c'est qu'on perdait, du coup, par exemple, le droit à la polygamie. Pourquoi est-ce que beaucoup de Maghrébins ne souhaitaient pas la citoyenneté française? C'est parce que du coup, ils perdaient les droits qui s'attachaient aux transmissions des biens, parce que souvent les codes de transmission matrilinéaires, etc. Beaucoup de sociétés africaines sont matrilinéaires, donc transmission de la mère à l'oncle. Donc comment est-ce qu'on pouvait faire coïncider ça avec le code civil? Par ailleurs, les tirailleurs polygames, et beaucoup d'entre eux étaient polygames, vous ne pouvez pas l'être dans le code civil. Donc tout ça faisait que les tirailleurs ne s'installaient pas tellement. En revanche, il y a eu beaucoup plus de sédentarisation de tirailleurs indo-chinois, vietnamiens ou de malgaches. C'est plus facile pour eux. Aujourd'hui, il n'y en a pas tellement. Enfin, aujourd'hui, peut-être davantage, parce que aujourd'hui, avec le jeu des migrations, il y a quand même beaucoup de descendants de tirailleurs en France, mais rarement avec la famille constituée ici. Concernant des références de l'iconographie, en plus de votre livre ou du livre La France Noire, qu'est-ce que vous pourriez nous recommander pour que le travail puisse... Il y a le musée des troupes de marine à Fréjus, où il y a le moulage de nos retours. Non, mais vous parlez plutôt de l'iconographie en général concernant tout ce que vous avez dit aujourd'hui sur la représentation. Les travaux qui auraient pu être faits depuis. Dans quels ouvrages on trouve... Pardon? Forney pour les affiches, mais ils ne sont pas si riches que ça. Il y a Forney, il y a... En fait, j'ai pu faire Pascal de la France, on a fait beaucoup de livres. Aux archives de l'armée, films et photos, le CPA au Forney. À la BDIC. La BDIC, c'est un fonds qu'on oublie beaucoup, la bibliothèque de documentation qui est à Nanterre, qui est énorme, c'est la bibliothèque universitaire. En fait.
qui est à Nanterre, avec des salles, après la presse, les affiches, les photos. Le musée des troubles de Marie-Lafayette. Alors après, si vous lancez dans les recherches, très compliquées, à la Chambre de commerce de Bordeaux, de Marseille. Bon, c'est des choses qu'on peut faire assez vite autour du travail. Moi, il faut venir chez moi. On va venir, on est un peu nombreux, mais. Non, puis j'ai jamais tout mémorisé, moi, donc ça me fait. Voilà, vous n'avez pas d'autres questions, je suis sûr. Je sais pas, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Ces représentations, c'est vraiment important. La façon qu'on a pu surévaluer la façon dont on range l'autre côté, on n'a pas d'échange en fait. La représentation et la façon dont Yadon a quand même enfermé, y compris quand on prend le monument de Bamako au Rhin, c'est que c'est quand même qui va leur poster, il y a quand même une... Alors c'est beau, mais en même temps, on est dans les limites un peu de l'écriture imposée pratiquement.